Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Cette citation attribuée à Mark Twain illustre à merveille le pourquoi de notre court voyage en Italie. Nous avons vécu 7 ans en Haute-Savoie avec mon compagnon et ça fait 3 ans déjà que nous sommes dans le Var. Pour autant, alors que nous étions très proches à chaque fois de l'Italie, nous n'avions jamais encore traversé la frontière. Mon compagnon a fêté ses 40 ans en octobre. Et comme il adore manger et il adore la cuisine italienne, nous nous sommes dit que c'était l'occasion rêvée d'enfin traverser la frontière et de découvrir ce beau pays. Je vais donc partager avec vous nos 3 jours au Cinque Terre en Italie. Mais nous n'allons pas tant que ça nous éloigner du sujet du yoga. Nous allons parler contemplation, de sortir de sa zone de confort et aussi de marche. Alors, bienvenue, je suis Isa, je suis ergothérapeute et prof de yoga. Ici, sur YouTube, je partage des séances de yoga qui, je l'espère, arrivent à s'intégrer facilement dans votre quotidien. Et j'aime bien aussi partager avec vous des conseils, des astuces pour mener une vie peut-être plus saine et aussi plus équilibrée. Aujourd'hui, c'est donc une vidéo un petit peu différente de d'habitude, c'est une vidéo spéciale, mais c'est le genre de format que j'ai toujours voulu oser sortir, mais sans oser forcément. Et comme nous allons parler de sortir de sa zone de confort, je me suis dit que cette thématique était l'occasion de faire quelque chose d'un petit peu différent. Et tout de suite, j'avais envie de commencer à vous parler dans cette vidéo, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail du voyage, de l'organisation d'un voyage. Comment est-ce qu'on se situe? Est-ce que pour vous, organiser un voyage, c'est avant tout partir à l'aventure, donc vous préférez avoir l'organisation la plus minimaliste possible pour vraiment vous laisser flâner, vous laisser porter par le voyage? Clairement, c'est le cas de mon conjoint. De mon côté, j'ai plutôt tendance à vouloir être organisée, mais à garder de la souplesse dans l'organisation. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi la clé de n'importe quelle routine ou de n'importe quelle habitude, c'est d'arriver à avoir une structure suffisamment solide pour nous permettre d'avoir une trame, mais suffisamment souple pour nous permettre de parfois nous en éloigner sans pour autant perdre l'essence de la routine que nous avions créée. Pour le voyage, c'est un petit peu pareil. Je vais avoir tendance à me renseigner un petit peu, préparer une trame, mais avoir quand même toujours en tête que cette trame peut bouger et évoluer. Je n'aime pas forcément partir dans quelque chose d'extrêmement rigide où tout est pré-enregistré ou pré-conçu à l'avance et où je n'ai plus qu'à finalement suivre mon planning et pas du tout me laisser porter. Et pour ce voyage, j'avais donc commencé assez tôt quand même, je m'étais pris au mois de juillet pour le mois d'octobre à préparer en regardant un petit peu les randonnées. Nous, on voulait vraiment y aller pour les randonnées, on aime beaucoup marcher, on a vécu en Haute-Savoie, mon conjoint est réunionnais et quand on a la chance d'aller à la Réunion, on adore faire des randonnées. Donc voilà, c'était l'occasion de faire des randos. Pour faire des randos, je trouve que c'est quand même bien de prévoir un tout petit peu pour savoir dans quoi on s'engage. Mais c'est vrai qu'à part ça et l'endroit où on allait vouloir loger, j'avais pas eu le temps de prévoir davantage. Parce que finalement, autant en juillet ça allait plus ou moins, en août la charge de travail à l'hôpital a commencé à augmenter et en septembre, j'ai vraiment été sous l'eau, littéralement. Donc en fait ça a été très très difficile de me repencher sur cette organisation. Pareil pour mon conjoint, donc on est parti finalement un petit peu moins organisé que d'habitude. Mais au final, je pense que c'était une bonne chose aussi, parce que parfois, c'est bien aussi de se laisser un petit peu porter. Alors bien sûr, je pense qu'il faut avoir des connaissances de base sur les points très importants, mais je pense que ça peut être agréable aussi, et c'est ce qui s'est passé finalement, de se laisser un peu plus de souplesse que ce qu'on imagine. D'autant plus qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils, et les outils qu'on utilise pour la randonnée, nous, c'est Visorando. C'est une application qu'on a sur son téléphone qui fonctionne même hors connexion et qui permet finalement d'avoir des randonnées enregistrées à l'avance, mais aussi surtout, donc il faut payer, c'est un abonnement, c'est 18 € par an, et on a les cartes IGN. Et donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et donc nous, c'est vrai qu'on a tendance à ne faire qu'avec ça en randonnée. Et le gros avantage, c'est que, alors, c'est un avantage et un inconvénient. On peut plus se perdre
Je pense que parfois ça a du bon de se perdre, mais nous il nous arrivait trop d'histoires où on s'est perdu en pleine montagne et on n'avait pas forcément envie de revivre ça. Et donc en fait c'est une application qui vous permet d'avoir la position avec un point bleu sur votre carte IGN. Ça change quand même la vie et donc on avait préenregistré les randonnées qui nous intéressaient, donc il suffit simplement de les mettre en favori. Donc en fait on savait plus ou moins les randonnées qu'on voulait faire et on savait aussi qu'on allait pouvoir les combiner. C'est-à-dire qu'on n'allait pas forcément rester, et c'est ce qui s'est passé, vous allez le voir, sur une randonnée, voilà, on suit simplement sur Vézo Rando de A à Z et basta. En fait là on avait vraiment finalement choisi des randonnées qui pouvaient aller les unes sur les autres, qui pouvaient parfois être faite juste une partie ou l'autre. C'est quand même un super avantage d'avoir ça. Moi j'ai connu quand j'étais plus jeune les grosses cartes IGN, dès qu'il y avait du vent ça s'envolait, ça se déchirait. Les nôtres, mon père et ma mère, celles qu'ils ont, elles sont toutes pleines de scotch, toutes rafistolées. C'est quand même pas confortable et donc d'avoir cette technologie à portée de poche, je peux vous assurer que ça fait gagner quand même un temps fou et au niveau de la charge mentale, ça décharge aussi énormément. Donc voilà, sur la partie sur l'organisation qui a été finalement un peu plus souple que d'habitude, mais qui, vous allez le voir, va être très intéressante. Alors là, on va rentrer dans nos 3 jours italiens. Donc on habite dans le Var, donc on est vraiment très proche, on est à 4h30, 5h de Cinque Terre, du premier, en tout cas du village qui est juste avant le parc national, Levanto. Donc on avait choisi de loger à Levanto en regardant un petit peu sur plusieurs sites. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'opportunités d'avoir des chambres d'hôtes ou une petite chambre ou même parfois des studios. Il y a des parkings. Alors nous on pensait qu'on allait avoir le parking payant, mais on a eu la bonne surprise avec la chambre, alors c'était pas indiqué, mais on a pu se garer gratuitement. Il n'est rien arrivé à la voiture, c'était très calme, enfin voilà, il n'y avait pas de soucis. On est allé en octobre, alors je pense que ça joue aussi par rapport aux personnes peut-être qui y sont allées en été, où je pense que ça va être déjà bondé, parce que là vraiment en octobre c'était encore plein de monde. Donc je pense qu'il y a des périodes qui sont plus propices, on va dire, à avoir quelque chose de calme que d'autres. Donc Levanto, on a trouvé une chambre sur Booking qui était au-delà de nos attentes. Alors on a pris vraiment le moins cher. Ça reste quand même onéreux, mais très sincèrement, c'était largement suffisant. On n'avait pas forcément besoin enfin on n'avait clairement pas besoin de plus. On avait même un petit balcon qu'on n'a pas découvert tout de suite, qu'on a découvert je crois le second jour. Mais vraiment c'était exactement ce qu'il nous fallait, très calme. C'était pas bien insonorisé, hein. C'est-à-dire que si on entendait facilement les gens parler dans les chambres à côté ou dans le couloir, mais c'était finalement assez tranquille, c'est-à-dire que les gens ne parlaient pas toute la nuit ni quoi que ce soit, donc finalement l'un dans l'autre ça s'est très bien passé. En logeant à Levanto, on est tombé du coup sur l'hôte qui nous a accueillis, très sympa, qui nous a tout expliqué, qui nous a indiqué où était la gare, mais on était passé juste devant. La gare était environ à quoi, 5-10 minutes, parce que c'est vrai que les Cinque Terre, alors on n'est pas allé en voiture et je pense qu'on a bien fait parce que les routes ont l'air quand même assez tortueuses et je pense qu'en fait on perd beaucoup de temps. Là le train c'est ultra pratique, alors il y a une période où c'est hors saison, donc je crois que ça commence à être hors saison à partir de novembre, donc faites attention si vous alliez un petit peu plus tard dans l'année. Mais sinon là il y en avait un tous les quarts d'heure, vraiment c'était super pratique, on avait quand même les horaires pour être, voilà, pour savoir à quelle heure on pouvait prendre le train. Donc on peut prendre des billets un par un. Il faut savoir qu'il y a certaines randonnées qui sont payantes et qui sont quand même... Moi j'ai été surprise du prix, c'est quand même cher, c'est 7,50 € par personne pour parfois des petits bouts de randonnée qui font même pas 2 heures. Donc ça se réfléchit, enfin comment dire, j'ai rien contre ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi la possibilité de ne pas prendre ce chemin et donc du coup de ne pas payer. Bon là on est sur la route je crois, donc voilà, donc tout est possible. Il y a des chemins qui ne sont pas payants, mais du coup il y a des chemins qui sont payants et nous on avait quand même envie de faire ces chemins pour relier rapidement finalement les villages à l'autre. Donc on a pris une carte, la carte qui fait à la fois le train en illimité
et randonnée. Donc c'était quand même très pratique parce que finalement, le soir, si on avait envie de retourner de Levanto à Monterosso pour aller manger une glace ou se baigner à Monterosso, c'était un peu plus joli, en fait on se posait même pas la question. Donc c'est vrai que si on veut avoir une grande souplesse, d'avoir une carte qui nous permet de faire ces allers-retours en illimité, c'était quand même bien. Après c'est quand même un budget. Là la carte pour 3 jours, on est quand même à 47 €. Donc vous voyez, c'est pas donné, c'est pas la destination la moins chère qu'on peut trouver, mais voilà, on a économisé du coup avec le parking qu'on n'a pas eu à payer, donc vous voyez parfois l'un dans l'autre, ça, on arrive à trouver finalement un équilibre. Le premier jour, on a eu envie de découvrir le premier village des Cinque Terre, en tout cas dans notre sens, qui est Monterosso. Alors c'est très joli, très mignon. Beaucoup de monde, des hôtels à côté de la plage, donc ça fait très station balnéaire, j'ai trouvé. On a un peu moins le côté montagne qu'on retrouvera plus dans d'autres villages, mais très mignon. On a mangé une focaccia sur le bord de mer, un peu en hauteur. Focaccia, on a quasiment rien coûté, enfin c'était vraiment pas très cher. C'était super bon. Et ensuite, on a donc commencé la randonnée. Alors là, c'est vrai que ça nous a mis tout de suite dans le bain. La randonnée qui relie Monterosso, Levanto. Alors, on a eu du monde, mais c'était moins bondé que ce qu'on aura les jours suivants. Ça grimpe pas mal et ça nous met déjà dans la thématique. C'est-à-dire qu'on grimpe, on grimpe, on grimpe. Et ensuite, on arrive sur des plateaux où là, c'est plutôt un chemin à bord de falaise. C'est très joli. On a un magnifique point de vue, la végétation est assez aride sur ce coin et on arrivera très vite dans les hauteurs de Levanto, d'où on découvre finalement la ville qui est pas si petite que ça. Donc on la découvre un petit peu différemment. Là encore c'est agréable parce que finalement il n'y a pas trop de monde. Et on arrive rapidement dans les petites ruelles très typiques, avec les petites voitures typiques. On est allé dans l'église, alors très jolie, très très sobre, une belle ambiance. Suite à cette première marche, en fait, on s'est rendu compte qu'on était tout plein de poussière. Alors c'est vrai que voilà, on marche, ça a duré un petit peu moins de 3 heures, mais voilà, c'est assez soutenu. La terre est quand même assez sèche, donc on était tout plein de poussière, donc on est vite allé prendre une petite douche pour se débarbouiller. Et ensuite, on allait prendre notre première. Alors, moi, ça n'a pas été une première glace. Pour moi, ça a été un premier tiramisu. Et pour mon conjoint, une première glace qu'on a fini de déguster sur la plage de Levanto. Alors, on savait pas, mais ça allait être notre premier et dernier coucher de soleil en Italie. Parce que de cette plage-là, on a une super vue sur le coucher de soleil. C'est super joli. À l'heure à laquelle on est allé à la plage, il commence à y avoir un peu moins de monde. Dans la ville, c'était très animé. Il y a toutes les générations qui sont dehors, qui discutent. Je trouvais que c'était une ambiance qui était très tranquille, très chaleureuse. On a mangé dans un bon petit resto italien où j'ai pas pris de vidéo de ça, mais c'était super bon. Des plats un peu moins connus fatalement, mais c'était vraiment délicieux. J'ai pris une soupe de légumes mais qui était extrêmement bonne et vraiment j'avais envie de ça. Il commençait quand même à faire un peu frais le soir avec du pesto, du parmesan, c'était vraiment sain. Vous savez, c'est quand on sent les bons légumes, les bonnes saveurs, c'était vraiment délicieux. Et mon conjoint lui il avait pris des raviolis avec une petite sauce à base de noix, enfin bref c'était trop bon. On s'est régalé et ensuite on est rentré tranquillement pour être en forme pour le second jour. On voulait se lever relativement tôt, donc le premier train, je crois qu'il était vers les 6h, ensuite il y avait un autre train vers les 7h. Comme le soleil se lève vers 7h30, on s'est dit bon autant prendre le train de 7h, comme ça on commence à marcher avec le soleil. Si on y va à la frontale, je veux bien être au calme, mais là ce sera un peu trop calme. Par contre c'est vrai qu'en allant à la gare à cette heure-ci, on n'avait personne. On s'est arrêté à la gare de Corniglia et on nous avait prévenu, on nous avait dit, voilà, de la gare, il y a 300 marches en fait pour arriver au village. Donc moi je savais, c'était Caro sur Instagram qui m'avait prévenu et la dame de la chambre nous avait dit aussi. Et on les voit pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien regardé sur Visorando justement, enfin on s'est rendu compte que ça allait rattraper là où on était, donc on s'est dit bon basta, on reste là-dessus. Donc en fait on est passé sur la route. C'est très joli, c'était très joli parce que du coup on a découvert les petites maisons des personnes qui habitent là avec les beaux potagers. Moi ça me fait toujours rêver, on a vu des pieds de grenade, enfin c'était franchement trop agréable, puis il y a une odeur agréable dans ces potagers. Donc on est arrivé ensuite au village, on a vu ces fameux escaliers
Et ensuite on a commencé à prendre le chemin. Et là je pense que je peux dire que c'était notre partie préférée. En tout cas pour moi ça a été vraiment ma partie préférée. Alors on était à la fraîche, ça c'était quand même agréable. On était tout seul, on a croisé vraiment très peu de monde. Donc c'était très simple finalement de marcher et on est arrivé et en plus on s'y attendait pas parce qu'on l'avait rapidement vu sur la carte, mais comme on n'avait pas plus potassé les randos que ça, c'était vraiment une surprise en quelque sorte. Et donc là on est arrivé à un village où le train ne s'arrête pas, Volastra, donc il est vraiment perché. Il y a une petite église et on est passé devant des potagers qui avaient l'odeur des potagers de mon grand-père et c'était tellement, je sais pas comment dire, la lumière du matin, la brume un petit peu du matin, le soleil qui arrivait timidement, c'était vraiment une expérience assez merveilleuse. Et juste avant, on est passé devant plein de champs de vignes, mais qui sont vraiment à pic, mais je peux pas, enfin on pensait même pas que c'était possible de faire pousser de la vigne dans des endroits aussi pentus. Pourtant en Suisse on les avait vus, hein. Il y a des vignes aussi qui poussent dans des endroits très pentus. Là je pense que c'était aussi la proximité de la mer, on avait vraiment l'impression que les vignes se jetaient dans la mer, donc c'était trop joli à voir. On est arrivé à ce petit village de Volastra qui était vraiment un oasis de calme et de tranquillité, et on s'est un peu paumé dans les ruelles. Alors il est tout petit, mais je pense qu'on était tellement émerveillés. Et donc là, c'est une gentille italienne qui a compris qu'on était paumés parce qu'on essayait de regarder sur Visorando, on n'arrivait pas à bien... Vous voyez, comme quoi c'est pas c'est pas infaillible. Et donc elle nous a indiqué le chemin pour Manarola. Alors Manarola, parfois il y en a qui disent que c'est un des plus beaux, c'est vrai qu'il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Alors ça descend raide pour aller à ce village. Il fait vraiment décor de conte de fées, je sais pas comment vous dire. Vrai, il est construit sur un rocher vraiment à pic de falaise, très très beau, vraiment très beau. Mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à avoir autant de monde, donc il y avait du monde, bon voilà, après c'était pas si désagréable que ça, hein. C'est quand même des endroits touristiques, donc on s'attend à avoir du monde. On a pris quand même un petit café, un petit cappuccino avant de continuer, c'était vraiment trop chouette. Ensuite on a continué, donc là un sentier qui était un peu plus bondé, peut-être un peu plus fréquenté aussi, de Manarola à Rio Maggiore. Et là c'était très rapide au final, on monte très raide, on descend très raide et on arrive à ce dernier village qui est niché, je crois qu'il est un peu plus dans les montagnes celui-ci. Il a énormément de charme, vraiment beaucoup de charme, et on peut facilement trouver des coins un peu plus au calme. On a trouvé une petite pizzeria vraiment au calme, en plus on a pu se mettre dans une allée un peu reculée, donc c'était très agréable. On était au frais, à l'ombre, on a mangé une pizza, vraiment trop bon, et ensuite il était quand même relativement tôt, parce que là il était midi 13h. Donc on s'est dit pourquoi pas commencer à aller de l'autre côté, donc revenir à Cornelia et ensuite aller à Vernazza. Donc on savait pas du tout ce qui nous attendait. Donc on a repris le train, on s'est reposé à Cornelia, donc là beaucoup plus de monde, et alors des gens qui attendaient le bus, parce qu'il y a un bus qui peut nous mener et qui peut du coup éviter ces 386 marches. Donc là on a trouvé les marches, on les a montées. Je pense franchement ça allait, après on avait eu toute la journée, donc je pense qu'on était chaud quoi. Et ensuite là on a pris le sentier donc qui est payant, qui relie Cornelia à Vernazza, et là du coup d'avoir des sentiers payants, alors j'ai été surprise, on a eu plus de monde au final que ce qu'on avait eu les autres moments, et aussi il y avait plein de personnes tout au long du sentier qui vendaient des chapeaux, vendaient de l'huile d'olive, donc voilà, donc c'est vrai que ça fait moins randonnée que ce qu'on avait pu voir le matin. Peut-être que ça a un peu moins de charme, si je dois être peut-être tout à fait honnête, mais franchement ça passe quand même. Et ensuite on est arrivé à un village, le village de Vernazza. Donc on l'a découvert dans l'après-midi vers 15-16 heures. Et en arrivant au village juste un petit peu avant, on voyait déjà un petit peu le village, on a vu qu'il y avait un endroit pour monter vers le haut qui s'appelait San Bernardino. Et juste avant, dans le sentier, on voyait ce village perché et nous on se disait peut-être qu'on va passer sur un village perché. Et en fait non, on n'est jamais remonté dans la balade qui mène Cornelia à Vernazza. Donc voilà, donc on l'a juste vu, mais on n'a pas fait grand cas, et c'était à une heure de distance en tout cas sur le panneau. Donc on est arrivé à Vernazza, on a un petit peu flâné, très joli. On s'est demandé est-ce qu'on finit, c'est-à-dire est-ce qu'on va de Vernazza à Monterosso, et on s'est dit non, on va le garder quand même pour le dernier jour. Ça nous fera déjà une petite balade,
On devait repartir le lundi en début d'après-midi, donc on s'est dit comme ça on prendra le temps le matin, on va pas speeder ni quoi que ce soit. Donc on a repris le train, on est allé faire quelques petites emplettes à l'Evanto, on a mangé une glace à la noisette du Piémont qui était merveilleuse. Et ensuite on est parti à Monterosso, alors on pensait voir le coucher du soleil, mais non, le coucher du soleil était du coup à l'Evanto, mais c'est pas grave. Du coup c'était calme, c'était très calme à Monterosso. On s'est baigné. Très agréable, surtout après la randonnée, vous savez, on rentre dans l'eau qui est un peu fraîche, pas froide, hein. Très calme, des belles couleurs, il y a cette couleur automnale. Alors il faisait encore très chaud pour octobre, mais il y avait cette ambiance quand même d'automne qui était là et donc c'était assez agréable. Je pense qu'on est allé dans une plage privée, parce qu'il y avait un panneau plage privée, mais on savait pas exactement où c'était, est-ce que c'était les transats à côté ou quoi. Bon, on s'est posé, personne ne nous a viré, je sais pas si on a bien fait, donc c'est juste pour vous dire, voilà, faites attention. On sait pas si c'est des plages privées ou pas. On a pris une petite salade et une lasagne au pesto qui était trop bonne à emporter, on l'a mangé tranquillement et il était déjà l'heure du dernier jour. Donc le dernier jour, on pouvait rendre la chambre à 8h, on a rendu la chambre à 8h. Donc on pouvait pas prendre le train qui était le plus tôt, mais c'est pas grave, on a pris le train qui était à 8h30. Et donc il nous restait en portion de trajet pour vraiment avoir fait à la marche tous les sentiers entre les villages. Du coup la portion Monterosso vers Nazza. Et on s'est dit, on a quand même un peu de temps, alors voilà, on va pas mettre 2 heures, peut-être qu'on mettra un tout petit peu moins que 2 heures pour relier les deux. Et on avait vu du coup le fameux village de San Bernardino. Alors on savait pas si c'était un village, si c'était une église dans la montagne, on savait pas. Et donc on s'est dit pourquoi ne pas y aller. Donc c'était vraiment voilà l'imprévu. Et de toute façon on avait le temps, donc on y allait. Et donc là on a surtout découvert Monterosso, une autre partie de Monterosso qu'on n'avait pas encore explorée. Trop jolie. Puis c'était le matin, c'était une ambiance particulière, c'était très calme, c'était très beau. Une lumière particulière aussi. Et les randonneurs qu'on a croisés sur ce sentier, c'est souvent, je sais pas, l'ambiance du matin n'est pas pareille. Peut-être que les gens sont moins fatigués, donc on peut plus échanger ou quoi. Donc c'était très sympa. Et on est arrivé, du coup, de nouveau à Vernazza. Alors, moi, il me reste quand même un petit peu en tête ce village. Je saurais pas vous expliquer pourquoi. Et c'est vrai qu'on y est retourné. Alors, on l'a découvert du coup dans la lumière du matin, avec peu de monde. Et vraiment, là, j'ai eu le coup de cœur. Je trouve qu'il est très beau. Enfin, il n'y a pas de... On a l'impression qu'il est sorti d'un conte de fées, quoi. Enfin, j'arrête pas de dire ça, mais vraiment, c'était l'impression que j'ai eue. Et on a traversé le village, encore une fois, et on est remonté un petit peu. Et donc, on a commencé à prendre le chemin de San Bernardino. Donc là, on était de nouveau dans la version payante. Donc, grâce à nos cartes, du coup, on s'est pas posé la question, ça allait très bien à des checkpoints de toute façon. Donc c'était tout bon, et donc là, on a commencé à grimper, et ça a grimpé très raide. On a croisé d'ailleurs des personnes qui descendaient, on a croisé peu de monde. Et ils nous disaient, oula, vous allez voir, ça grimpe raide. Et eux, ils étaient en train de descendre, et ça descendait raide, comme je pourrais vous le confirmer tout à l'heure. Et donc là, en marchant, c'est vrai qu'on s'élevait de plus en plus, et on arrivait dans une ambiance qui était vraiment différente, qui était presque plus montagne que méridionale, au milieu de châtaigniers, on passait devant des petites maisons qui avaient des magnifiques potagers, mais vous savez, des potagers où tout pousse, on a l'impression, avec des plaques miniers. Et donc là, on est arrivé petit à petit à plein de petites villes, plein de petites maisons. On regarde sur un panneau San Bernardino, on dit ah ça y est, on est arrivé. Et là, en fait, on se retourne, on commence à avancer du coup vers le cœur du village, et là, on voit la petite église, et là, on se dit, mais en fait, c'était le fameux village perché qu'on voyait hier, et on se disait, ah, ça peut être joli, mais on savait pas trop comment y aller, on s'était pas plus renseigné que ça. Donc voilà, le hasard a bien fait les choses, on a pu découvrir ce trop joli village perché, on s'est posé un petit peu sur un banc, et ensuite on est redescendu. Alors c'est vrai que ça descendait vraiment à pic, et là, au bout des 3 jours, les mollets étaient super raides. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai proposé la séance de yoga spéciale pour les passos, pour les mollets raides, parce que je vous assure qu'elle m'a été salutaire. Vraiment, dès que je suis rentrée, je l'ai faite parce que vraiment c'était horrible. Donc ça commençait un petit peu à tirer. C'est pas des gros dénivelés. Le maximum qu'on a dû faire, c'était le second jour et c'était
Ouais, 1000 mètres de dénivelé, c'est pas... On marche depuis pas mal d'années, donc c'est vrai que moi je marche depuis toute petite, donc c'est pas forcément la plus grosse rando que j'ai fait, mais je pense que c'est le fait qu'il y ait plein d'escaliers, et ça tue grave. Et donc on est redescendu, on a pris un petit panini qui était trop bon à Vernazza. Je vous le dis parce que franchement, si vous aimez bien faire des panini ou quoi, d'ailleurs ça me fait penser à un sandwich que Juliette de la chaîne YouTube Amadria fait quand elle vient nous voir. C'est du pain avec du pesto, de la roquette. Alors eux ils avaient mis des tranches d'aubergine et un fromage spécial, je sais plus lequel, et de la roquette, je sais plus si je vous l'ai dit. Bref, c'était trop bon. Et on a bien sûr pris une petite glace. Là j'ai fait un mix café et cannelle et vraiment c'était tout ce dont j'avais envie pour finir cette escapade italienne. On a pris le train pour rentrer, on a récupéré la voiture et c'était déjà fini. Et ça a été une parenthèse, je pense, qui a été bienvenue parce que c'est vrai que avec la fin des études, j'ai tout de suite enchaîné avec le travail. Et c'est vrai que ça faisait 3 ans finalement que je dédiais tout mon temps aux études, à étudier, à l'ergothérapie, etc. Et c'est super, je suis très très contente de ça, mais je pense que c'est aussi important de se rendre compte que faut pas passer non plus être à côté de sa vie. En tout cas, ça a été un voyage un peu contemplatif, dans la mesure où ça m'a aussi fait prendre conscience que c'est important d'avoir ces moments de, justement, de voyage, d'ouverture et de contemplation. Et pas que. C'est-à-dire que je vous parlais de sortir de sa zone de confort, sortir de ma zone de confort, je l'ai fait en apprenant, en essayant d'apprendre un petit peu l'italien. Je dois avouer que j'ai un peu du mal à aller dans un pays où je ne peux pas du tout parler la langue. On peut toujours se débrouiller en anglais, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'essayais de parler en italien, mais souvent on me répondait en anglais. Mais au moins j'avais osé. Et même si c'était pour dire juste bonjour, merci, ou un petit rudiment, déjà je trouve que c'est super d'apprendre une nouvelle langue, ça fait fonctionner un petit peu le cerveau. Puis je trouve que les langues disent beaucoup. J'ai fait des études de langue avant tout le reste. Et je dois avouer que ça m'a appris une chose. Ça m'a appris qu'il est très difficile de faire une bonne traduction. Parce que parfois, il y a des mots dans une langue qu'on ne peut pas traduire. En tout cas, il n'y a pas de mots, on n'arrivera jamais à trouver vraiment la bonne définition. Et donc je trouve que essayer de s'immerger aussi un petit peu dans un pays par rapport à sa langue, je trouve que déjà c'est joli, ça fait voyager dans nos oreilles, et ça permet aussi parfois de mieux connecter avec les personnes qu'on rencontre. Et il y a plein de choses qu'on a mal dit, et il y a parfois des Italiens qui nous ont repris, donc c'est très bien, parce que comme ça, du coup, maintenant on sait mieux dire certaines choses, mais au moins d'avoir osé, d'être sorti un petit peu de ce côté, il faut faire parfait, si on ne dit pas extrêmement bien, du coup c'est mal. En fait, ce côté un peu scolaire, dans lequel j'ai replongé, c'est vrai que 3 ans de nouveau dans le système scolaire, on se rend compte à quel point on nous impose quand même une certaine façon d'être, une certaine justesse dans ce qu'on peut dire, dans ce qu'on ne peut pas dire, dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on ne peut pas faire. Et donc j'avais besoin, je pense, de cette légèreté, d'oser parler n'importe comment, mais d'oser parler. Et d'oser se tromper aussi. Et je pense que ça a été libérateur, du coup, de se confronter à la vie, tout simplement, à une autre culture, à une autre façon de parler, à une autre façon de vivre. Donc c'était pas grand chose, c'était que 3 jours. Mais ça a été 3 jours qui, je pense, font des jolies parenthèses et qui sont aussi des jolies leçons de vie. Pour terminer cette vidéo un petit peu particulière, j'avais envie de vous partager une histoire qui justement traite de voyage. La carpe dorée et le fleuve de la vie est le titre de cette histoire. Dans un étang tranquille d'une vallée cachée du Tibet vivait une carpe dorée appelée Kunchen. Bien que l'étang soit beau et calme, Kunchen se sentait toujours agité. Il avait un fort désir d'explorer le fleuve qui sortait de l'étang et s'enfoncer dans les étendues inconnues du monde. Un jour, Kunchen ne put plus réfréner sa curiosité. Il décida de suivre le courant. Alors qu'il nageait vers le monde inconnu, il se retrouva bientôt dans de forts courants et des eaux déchaînées. Il luttait contre le courant, était ballotté par les vagues et se sentait perdu et apeuré.
Dans sa peur et son désespoir, Kun-chen se souvient d'une vieille sagesse que sa mère lui avait un jour racontée. Nager à contre-courant, c'est lutter contre la vie elle-même. Laisse-toi porter par les courants de la vie. Tu ne peux pas contrôler où l'eau t'emporte, mais tu peux contrôler comment tu y réagis. Avec ces mots dans son cœur, Kun-chen cessa de se battre et s'abandonna au courant. Au lieu de nager contre le courant, il se laissa porter par lui. Et à sa grande surprise, il découvrit qu'il était désormais bien plus apte à relever les défis du fleuve. Il naviguait habilement dans les eaux vives, évitant les rochers et les tourbillons, et découvrait même la beauté dans la sauvagerie du fleuve. Il a vu de magnifiques montagnes, de forêts luxuriantes et de merveilleuses créatures qu'il n'avait jamais vues auparavant. Et même si le fleuve était toujours sauvage et imprévisible, Kun-chen trouva la paix et la joie dans son voyage. Alors je suis très heureuse d'avoir partagé ce court voyage avec vous. N'hésitez pas à me partager aussi vos anecdotes de voyage ou qu'est-ce que le voyage évoque en vous. En attendant de vous retrouver très bientôt, prenez soin de vous.